Bonsoir à tous les présents dans la salle et puis à ceux qui sont derrière leur écran. Je suis le Dr Nicole Rennes, je suis l'un des médecins bénévoles qui travaillons pour la Maison Sport Santé 83. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir monsieur pour cette première conférence de notre cycle Jeudi Sport Santé 2023-2024, de commencer avec monsieur Thierry Bernard, qui est maître de conférence à la faculté des sciences du sport de l'Université de Toulon et qui va donc ouvrir ce cycle. L'intitulé de cette conférence qui est en fait de l'intérêt de l'entraînement intermittent sur les athlètes qui font régulièrement du sport, contient a priori une opposition entre le terme intermittent et activité sportive régulière. Donc je ne doute pas que monsieur Bernard lève nos doutes et nous éclaircissent sur ce que c'est que l'entraînement intermittent et pour les athlètes de haut niveau. Et j'en doute d'autant moins que monsieur Bernard, outre sa connaissance académique de l'activité sportive, il connaît le sport à titre individuel puisqu'il est lui-même un triathlète et un pentathlonien, je ne sais pas si on dit, en tout cas un Ironman qui a participé donc à de nombreuses compétitions et dont la compétence a été sollicitée pour améliorer les performances des athlètes lors des Olympiades de 2004, de 2008 et de 2012, et qu'il a été l'entraîneur de l'équipe chinoise de triathlon. Donc, on ne doute pas que ça doit être sérieux, hein, que ça ne doit pas être de la plaisanterie, de 2019 à 2022. Donc, je pense que nous saurons, à l'issue de cette conférence, si eh bien, l'entraînement intermittent, c'est une mode, ou si c'est au contraire une panacée et quelque chose, une méthode miracle pour nos athlètes de suivre ces enseignements. Je vous invite à prendre la parole. Je vous remercie. Je vais remercier les membres qui sont participants et présents ce soir. Merci donc le Dr Rennes pour suppléer à son absence ce soir. Et donc en effet, il m'a été proposé donc de parler du travail intermittent, de l'entraînement intermittent, de l'entraînement par intervalle, de l'intervalle training. L'intervalle training, en effet, parce que on s'est aperçu il y a de cela presque un siècle maintenant, qu'on était capable d'améliorer ses performances lorsque on segmentait les efforts. Donc, de nombreux athlètes ont obtenu des résultats assez intéressants. Et je pense à Rudolf Harbig, pour les plus anciens, Roger Bannister. Et forcément, ces résultats intrigants ont amené, ça a d'abord donné lieu à une méthode d'entraînement, mais ça a surtout les résultats d'une personne comme Émile Zatopek, ça parle peut-être, qui a détenu de nombreux records du monde en athlétisme et médaillé aux Jeux Olympiques, et qui avait eu à un moment donné pour coutume de partager une de ses séances d'entraînement, peut-être pas favorite, mais clé à ses yeux, qui consistait de réaliser 100 fois 400 mètres. 100 fois 400 mètres, avec des départs toutes les 2 minutes 30. Je vous laisse faire le calcul de la durée de la session d'entraînement. Bref, évidemment que ça a intrigué les chercheurs, et dans les années 50, une personne comme Per Olof Astrand s'est intéressé de manière plus pointue, dans le cadre de son laboratoire, à ces entraînements intermittents.
Alors, c'est de là que les recherches ont pris leur essor. Vous avez tout un tas d'auteurs qui se sont intéressés à ces efforts intermittents. Et au gré, on va dire qu'il y a 3 étapes majeures, notamment la découverte que dans le métabolisme énergétique des individus, le métabolisme aérobie prend une part importante dans les efforts d'endurance de longue durée, et que dès lors qu'on a été capable de quantifier, d'évaluer la puissance de ce métabolisme aérobie, qui se caractérise par la mesure, là sur l'écran, de VO2 max, la consommation maximale en oxygène, eh bien, on a pu comparer les temps de travail en développant cette aptitude. Bref, ces différentes étapes se succèdent, mais également se juxtaposent les unes entre les autres. Et peu à peu, on a pu décrire et différencier ce qui était de l'ordre de l'intervalle training des exercices de type intermittent. Et on en est arrivé à décrire, il y a une 50aine d'années, les efforts intermittents qui consistaient à réaliser donc des alternances d'efforts de 10 secondes à 5 minutes avec des périodes de récupération qui étaient associées à ces temps d'effort. Et puis peu à peu, on a comparé le travail qui pouvait être réalisé sous forme intermittente par rapport à ce qu'on était capable de faire en continu. Et il s'est trouvé qu'on était capable de faire un volume beaucoup plus important à partir, pour une intensité d'effort donnée, grâce au travail intermittent, mais pas que, puisque une chercheuse, docteur, Véronique Billat, a pu, elle, démontrer que on pouvait, pour un volume d'effort donné, augmenter l'intensité. Le travail intermittent, ça va toucher à la fois la composante intensité, mais l'accent peut être donné sur la composante durée. Et au bout du compte, on s'aperçoit qu'on peut atteindre et avoir des améliorations plus importantes de l'aptitude aérobie dès lors que l'on suit un programme de travail intermittent. En 2013, 2 auteurs, Martin Buchheit et Paul Lorsen, publient dans une revue scientifique, Science Medicine, en 2013, un état de l'art de l'entraînement par intervalle. Et l'entraînement par intervalle qui, dans l'acronyme anglo-saxon, s'est dénommé HIT, pour High Intensity Training. Et il nous livre 9 variables finalement à manipuler pour construire des séances intermittentes. Comme on peut se douter, les 2 premières variables, ce sont l'intensité des répétitions, couplée à leur durée, mais également l'intensité des récupérations. Sont-elles de faible intensité, de moyenne intensité, ou sont-elles passives? La durée des récupérations, la modalité d'exercice en récupération, le nombre de répétitions, le nombre de séries. Autrement dit, on va distinguer une série de 6 répétitions avec un temps de récupération, on va dire, assez court, et ensuite y ajouter un deuxième bloc de 6 répétitions. Et entre ces 2 blocs, on aura une période de récupération plus importante. La durée de la récupération entre les séries et l'intensité de la récupération entre les séries. Juste, on vous pose des questions après ou au fur et à mesure? C'est comme vous le souhaitez. C'est comme vous le souhaitez. Alors moi, j'ai un petit peu de mal avec l'intensité des récup. Je vois la durée, mais qu'est-ce que vous entendez par intensité? L'intensité, si je décide de faire une intensité, une récupération à très faible intensité, ça sera de la marche. Une récup passive, ça peut être rester debout, immobile. Pourquoi? Parce qu'on a des disciplines sportives pour lesquelles il n'est pas possible de marcher. Un sport de combat, un ring de boxe, un tatami de judo. Pendant la récup, lorsqu'il y a un maté, je ne peux pas me mettre à trottiner si trottiner me permet de mieux récupérer. Dans ce contexte, peut-être que l'entraîneur va choisir
de proposer une récupération passive, moyennement active ou très active, parce qu'avec une intensité de récupération un peu plus active, on va appeler ça un contre-effort, et ça peut participer, contribuer à augmenter la sollicitation. À partir de ces 9 variables, ils ont proposé, c'était il y a une dizaine d'années, on est d'accord, 8 manières, 8 paramètres importants malgré tout à contrôler. Un des premiers, ça va être de déterminer la vitesse à VO2 max, le fameux VVO2 max que vous voyez ici. C'est-à-dire que ça ne peut se faire que lors d'une phase de test, une épreuve en général dite triangulaire, continue, d'intensité progressivement croissante, où à l'issue de ce test, le sujet, l'athlète, le sportif, atteint les limites de son potentiel maximal aérobie, et on va aller regarder à quelle intensité c'était. Là, en l'occurrence, c'est une vitesse de déplacement. La VIFT, j'en parlerai, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas un test continu, c'est un test intermittent. Donc, il est aussi croissant. Sauf que c'est plus pour les sports collectifs, où en fait, on va avoir 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération, avec une intensité qui sera également progressivement croissante. Donc, ça va être une vitesse différente de la vitesse à VO2 max. Et ils en déduisent que pour concevoir donc des séances par intervalle, grosso modo, on va pouvoir distinguer les intervalles longs des intervalles courts. Le volume global de cette séance d'entraînement a pour objectif quand même de solliciter les athlètes sur un volume de temps suffisant pour qu'on puisse espérer avoir un impact, donc un stress suffisamment aigu sur l'organisme de l'athlète pour qu'il réponde par une réponse. Pour les sports d'équipe, ils ont négocié autour de 5-6 minutes. Et pour les sports d'endurance aérobie, de plus longue durée et en continu, on essaie de cumuler à peu près 10 minutes de maintien autour de VO2 max. Les intervalles de travail doivent être suffisamment proches de l'intensité max du potentiel aérobie. Là, en l'occurrence, à peu près 4 minutes à 90-95% de la VO2 max pour développer des adaptations cardiovasculaires. Excusez-moi. Et évidemment, oui. Excusez-moi, les 4 minutes, c'est une série de 4 minutes ou c'est plusieurs séries qui font 4 minutes? C'est plusieurs séries qui font 4 minutes. C'est le temps total passé au-dessus des 90 à 95% de VO2 max. Et je vais en parler ensuite. Donc, c'est le temps cumulé. Exemple, si je veux passer plus de 4 minutes et que je fais un effort de type 30 secondes, c'est pas au bout de la première répétition que je vais être à VO2 max, sans doute au bout de la deuxième, de la troisième, voire pas avant la quatrième. C'est à partir de ce temps-là qu'on va commencer à dépasser les 90% de VO2 max. Et donc, je ne peux pas me contenter de faire que 8 répétitions tout tranquille. Parce que pour arriver aux 4 minutes, il va en falloir 10 minutes. Pardon. Peu de délai, évidemment, entre la période d'échauffement et le début du bloc de travail central qui va nous amener au développement de cette qualité qui est attendue VO2 max. Dans le point 5, il soulève le fait que quand on développe VO2 max, on peut développer la partie métabolique de VO2 max et la partie neuromusculaire. En gros, on va dissocier les adaptations de type central, le système cœur-poumon, du système musculaire. Le transport de l'oxygène peut être, donc la VO2 peut être améliorée sur le système corps-poumon, ou au contraire, ou en parallèle, la partie périphérique, c'est-à-dire la capacité du muscle à extracter l'oxygène à proximité et à être réutilisé pour dégrader la DV. Il est possible de minimiser, alors,
excusez-moi, je reviens sur le point 5. Et donc, ça signifie que pour développer ma VO2 max, je ne suis pas obligé d'utiliser la modalité course à pied pour la développer. Je peux très bien le faire sur un ergocycle, un ergomètre d'avion, tout autre mode de locomotion, du patin en ligne, tout est possible. C'est ce qu'on appelle l'entraînement croisé. 6e point, il est possible de minimiser la sollicitation anaérobie si on utilise des intervalles très courts. Ça va être particulièrement utile pour les sports collectifs. Enfin, l'ampleur de la charge neuromusculaire ou périphérique va défendre le profil de l'athlète. On va avoir des athlètes avec un profil plutôt endurant au sens longue durée, et puis des athlètes ayant un profil plutôt sprinter. Mais dans les deux cas, il y a peut-être un intérêt à développer la VO2 max pour le sprinter. Exemple dans les sports collectifs, on est en pleine Coupe du Monde de rugby, ça reste un match de longue durée, où on doit répéter des sprints. Celui qui est capable de répéter encore des sprints à très haute intensité en fin de match, c'est grâce à son potentiel aérobie. Donc on va développer le potentiel aérobie pour améliorer la qualité de la récupération entre les sprints ou les séquences de travail de 30 secondes, 40 secondes. Enfin, dans certaines activités pour lesquelles le mode de course, avec des changements de direction, au sport collectif, le mode d'exercice, course à pied, ou cyclisme, ou tout autre, réalisé sur le plat ou en montée, vont avoir aussi des conséquences sur l'impact neuromusculaire et cardiovasculaire. Bref, tout ça, ça peut être manipulé par l'entraîneur quand il va proposer des séquences de travail sous forme intermittente. À nous de l'intégrer en fonction des bénéfices et des risques de notre public. J'ai une personne avancée en âge, d'une 60aine d'années. Est-il utile de développer sa VO2 max? Oui, parce que c'est un facteur de santé. Ce n'est pas pour continuer de la développer, c'est pour l'entretenir ou pour éviter, limiter le déclin. En revanche, son squelette, à 60 ans, 65 ans, peut-être encore plus, vais-je utiliser la modalité course à pied ou une modalité sport porté? S'il a encore la possibilité d'utiliser la modalité course à pied, peut-être que je vais les faire courir vite, mais en montée, pour limiter aussi les impacts, même si l'impact va participer aussi à maintenir la structure de la masse osseuse. Ces mêmes auteurs, Bucket et Lorsen, on les retrouve en 2020 et vont nous proposer, encore une fois dans une publication réalisée dans Science, les différentes modalités du travail par intervalle. Donc, ils vont distinguer le travail par intervalle court, un temps de travail, une intensité de travail qui est associée, la modalité, qu'elle soit le plus souvent possible spécifique au sport, mais rappelez-vous ce que j'ai tout à l'heure, les possibilités aussi d'entraînement croisé, les temps de récup qui sont associés au temps de travail et aux intensités, les intensités de récupération, le nombre de répétitions et de séries, et ensuite, quel type de sollicitations sont attendues au gré des différentes publications qui ont été faites dans le domaine. Aérobie, plutôt anaérobie, plutôt neuromusculaire, et on va donc distinguer les intervalles courts, des intervalles longs, des sprints répétés, des sprints interval training, SIT. Là, c'est des sprints d'une durée supérieure à 20 secondes, souvent autour de 30 secondes, donc qui viennent vraiment impacter le métabolisme, cette fois-ci anaérobie et la partie dite lactate pour les initiés, avec une intensité de récupération, comme vous le voyez, qui va être passive, et évidemment un impact très fort sur la part neuromusculaire
de l'athlète. Et enfin, des entraînements fondés sur le jeu, sachant que Martin Luchette, il intervient dans la préparation physique du PSG déjà depuis une grosse dizaine d'années. Alors maintenant, quid de l'intervalle training? Plutôt long ou plutôt court? Vous le voyez, j'utilise beaucoup d'infographies. On a la chance aujourd'hui d'avoir pas mal de chercheurs, de sport scientists qui publient et qui mettent à la disponibilité au travers des réseaux ou de sites payants ou pas payants, des infographies. C'est-à-dire qu'ils lisent les publications de 8-10 pages publiées dans les grandes revues parce qu'ils y ont accès. Et ensuite, ils font des infographies sous forme de posters résumés. Alors, il n'y a pas toutes les informations, forcément. Et souvent, je fais un peu la guerre à nos étudiants qui se contentent aujourd'hui de récupérer les infographies sans aller dans la lecture des articles complets, parce que, on peut voir que au niveau de la méthode ou dans la discussion, il y a des choses qui ne peuvent pas être abordées dans l'infographie. Mais moi, pour la présentation, j'ai utilisé les infographies. Il se trouve que la personne en question, c'est Yann Lemeur, YLMS, d'accord? Et que vous pouvez avoir accès à toutes ces infographies dès lors que, alors, il y en a qui circulent sur les réseaux, et puis sinon, c'est un abonnement payant à l'année. Je voulais remettre quand même Yann au centre de ce travail parce qu'il nous aide beaucoup, nous, dans nos cours, et encore une fois, pour rapidement lire, comme on le faisait auparavant, et faire un état de l'art rapidement sur une question donnée. Et puis quand on a besoin, on récupère la publication, et malheureusement, on les entasse souvent dans des dossiers parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour toutes les lire. Donc, je reviens sur intervalle training, plutôt long, plutôt court. Donc, c'est un travail réalisé par un Norvégien, Van Estad, qui, lui, va s'intéresser à 18 cyclistes élites. Donc, on est là vraiment dans du haut niveau, et c'est important de le dire, parce que le haut niveau, c'est 1% de la population. Donc, avec des adaptations particulières, mais toujours est-il que ils ont pu comparer 2 groupes d'entraînement au cours de 3 semaines, en dissociant donc un groupe qui s'entraînait sous la forme d'intervalle court, un groupe qui s'entraînait sous la forme d'intervalle long, à raison de 3 sessions par semaine. Le groupe entraîné sous forme d'intervalle court réalisait 3 séries de 13 fois 30 secondes de travail entrecoupées de 15 secondes de récupération. Ce qui fait en fait 3 blocs de 9 minutes 45. Mais donc 13 fois 30 secondes fois 3, ça représente exactement les 4 fois 5 minutes de travail qu'il y a à droite. Donc, en termes de quantité, de volume de travail, on est sur des quantités qui soient comparables. Ils ont mesuré la pénibilité de l'effort, donc une pénibilité subjective. Chaque athlète, à l'issue de chaque séance, coté, je l'ai perçu sur une échelle de 1 à 10. Et donc, il n'y avait pas de différence entre les 2 protocoles en termes de perception subjective de la difficulté du bloc d'entraînement. Et les résultats ont été assez surprenants dans cette catégorie d'athlètes, je le répète, des athlètes élites, puisque, grosso modo, vous voyez que les intervalles courts, cette forme de travail d'intervalle court, a permis d'avoir des différences très significatives sur un test de 20 minutes pour les cyclistes, sur la puissance maximale aérobie, donc en l'occurrence VO2 max, mais également sur une intensité sous-maximale, entre 80 et 90% de VO2 max, c'est-à-dire une intensité qui correspondait à une lactatémie 4 millimoles, spécifiée. Eh bien, il y a aussi des effets plus intéressants qu'au cours des intervalles longs, et également donc sur la notion de puissance à 4 millimoles. Donc, oui, en effet, ce protocole intervalle court fut associé donc à une meilleure réponse à l'entraînement que celui réalisé avec le protocole long. Voilà. Comment faut le dire là, à gauche, ils ont gagné, à droite, ils ont perdu. Oui, alors les petites astérix, c'est pour dire qu'en fait, il y a eu un gain de plus 4,7%. Alors, vous avez vu que c'est quand même plus ou moins 4. Donc, il y a quand même une déviation standard qui est quand même assez importante. Ça veut dire qu'il y en a pour lesquels le gain était de plus 10%. Pour d'autres, 0,5%. Mais en tout cas, c'est plus que les intervalles lents où on voit qu'il y a
une diminution dans ce groupe-là. Tu vas dire que c'était Et attention, ce contre-productif. sont des athlètes Ouais. élites. Ouais. Donc, il va falloir toujours remettre dans le contexte du public. Important, 10% sur une population qui est à peu près similaire. Bah, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est d'ailleurs devenu une séance clé Ça, qui est reprise dans tous les sports d'endurance aérobie, dans le cyclisme, dans le ski de fond, dans la course à pied, dans la natation. Alors, en adaptant les temps de récup, parce qu'en fait, en fonction du mode de locomotion, les temps de récupération vont être un peu différents. Mais là, l'idée est de faire 3 blocs de 13 fois 30-15, donc 3 blocs de 10 minutes avec 3 minutes de récupération. Ça serait des élites, avec des sportifs récréatifs, je dirais. Je commencerai peut-être par un seul bloc. Et puis ensuite, je passerai progressivement à 2 blocs, peut-être que 2 blocs de 9, et ainsi de suite, pour que voilà, je puisse arriver à ces fameux 3 blocs de 13. Pour introduire une autre forme de comparaison d'intervalle training, je reviens sur développer VO2 max à partir d'efforts de très haute intensité, du sprint, prolongé autour de 30 secondes. C'est un aspect, si j'ai voulu le mettre en évidence, c'est parce que il y a 20, 30, 40 ans, jamais on pouvait penser qu'on pourrait développer le potentiel aérobie avec des sprints réalisés à intensité maximale qui sollicitent le métabolisme anaérobie. Répétez. Donc, je fais des 30 secondes d'effort et j'ai pas 30 secondes de récupération. C'est pas possible. Là, c'est 4 minutes de récupération. Ça a été intéressé évidemment d'autres auteurs. Et quand je dis d'autres auteurs, là, ce que je vous présente, c'est une méta-analyse. C'est une analyse de 32 études, d'accord, qui vont aller comparer les intervalles longs, le travail sous forme d'intermittents longs et d'intermittents courts, mais pas n'importe lequel, des sprints. Dans ces études, donc, vous avez un entraînement par intervalle long, HIIT, okay, des intervalles de 1 à 5 minutes à une intensité élevée, mais inférieure à la PMA, donc à la VO2 max, sous forme de 5 fois 5 minutes avec 2 minutes 30 de récupération, ou un entraînement sous forme de sprint, le fameux SIT, qui consiste à réaliser donc des sprints à intensité maximale de 30 secondes, là en l'occurrence 4 fois, avec 4 minutes de récupération. Et ils ont analysé les effets, en comparant donc ces deux modalités, sur les facteurs centraux, le système cardio-pulmonaire, et périphérique. Premier point, pas de différence entre les modalités, les deux modalités d'entraînement, sur les gains en VO2 max. Deuxième point, l'amélioration des facteurs centraux ou périphériques vont dépendre du type d'intervalle, comme on pouvait s'y attendre. Et il se trouve que les intervalles longs conduisent à une amélioration nette de la fonction cardiaque. Les intervalles longs et le travail fractionné en sprint vont eux aussi avoir un impact sur le métabolisme aérobie, notamment certaines enzymes oxydatives. Mais les vraies adaptations périphériques, telles que la densité des capillaires au niveau musculaire, des muscles actifs, telles que l'activité mitochondriale, pour les initiés aussi, la biogénèse mitochondriale, on va l'observer plus grâce à l'entraînement fractionné en sprint. Donc, en termes d'implication, ils ne nous disent pas cette modalité est mieux que l'autre. Ils nous disent il faut de tout pour progresser. Et c'est en mixant, c'est en alternant les modalités sous forme de cycles plus ou moins longs qu'on continue à encore améliorer et développer sa VO2 max ou, pour de différents publics, à limiter le déclin.
intéressante, cette publication également de nos amis norvégiens. Ils ont voulu voir, de comparer une méthode très classique. Pour le moment, j'ai toujours parlé d'une intensité donnée. Et en général, les blocs d'effort sont réalisés à intensité constante. Autrement dit, je pars à une vitesse ou à une puissance donnée, et mon bloc de 30 secondes, de 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes, je maintiens toujours la même intensité. Eux, ils ont voulu comparer, chez des skieurs de fond, une séance intermittente qui consiste à réaliser 5 fois 5 minutes de travail avec une récupération de 3 minutes, sous forme traditionnelle, l'intensité constante. En l'occurrence, ils avaient fixé l'intensité à 90% de la vitesse associée avec le max, la vitesse maximale aérobie. Et un autre groupe qui, eux, adoptait un départ rapide au début de l'intervalle. Donc, c'est aussi un bloc de 5 minutes, sauf que la première minute 30, elle est réalisée à 100% pour ensuite être réduite pendant les 3 dernières minutes 30 à 85% de la vitesse maximale aérobie. Quelque part, ils sont aussi en train de simuler ce que l'on voit assez régulièrement dans les compétitions. Un départ rapide, ça se stabilise et ça va réaccélérer par la suite. On est là dans des stratégies d'allure. Rares sont ceux qui partent à une intensité et qui la maintiennent constante du début à la fin. Alors voici les résultats dont ils nous font part. Un, que l'adoption du départ rapide a été associée à une VO2 plus élevée. Aussi bien au niveau de la valeur pic de la consommation d'oxygène, mais également de la valeur moyenne. Deuxième point, la pénibilité de l'effort a été ressentie plus faible avec le départ rapide et ensuite je réduis, plutôt que de maintenir un train constant. Donc la stratégie décroissante était perçue plus facile. Enfin, il n'y a pas eu vraiment de différence statistiquement significative entre les fréquences cardiaques moyennes, les lactatémies et la fatigue musculaire. Donc il conclut que adopter un départ rapide, c'est aussi un moyen, lors des séances fractionnées, de accumuler un plus grand temps au-dessus de VO2 max. C'était le premier résultat. Quand on fait une séance destinée à développer ceci, on veut y passer du temps. Et là, vous voyez qu'avec un même bloc, 5 fois 5 minutes, avec un départ rapide, j'arrive à obtenir des résultats supérieurs. Ça, c'est intéressant. Pourquoi toujours utiliser la modalité course à pied pour des coureurs à pied? Pourquoi ne pas utiliser d'autres modalités? Et eux, ils sont allés comparer ce qu'on appelle des sauts répétés. Donc, ils ont sollicité 13 sujets qui ont réalisé un travail intermittent pendant 11 minutes. 11 minutes de 15 secondes de travail, 15 secondes de récupération. Le classique, en courant, la vitesse associée 120% de la vitesse associée avec le max. Donc, on est sur le groupe intermittent en course, ou un enchaînement de 7 sauts en 15 secondes, ou un peu plus, 9 sauts par tranche de 15 secondes. Dans les 3 situations, c'est 11 minutes de travail. Et on regarde ce qui se passe au niveau de la consommation maximale en oxygène. Alors, vous doutez bien, c'est grâce à la miniaturisation des outils qu'on peut aujourd'hui avoir ce type d'information. Parce que si on revient un petit peu en arrière, c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, on a des outils qui sont relativement légers et donc on peut envisager de faire ce type d'études. Alors, vous avez l'évolution ici de la consommation d'oxygène qui, évidemment, est très stochastique.
liées encore une fois aux périodes de travail, aux périodes de récupération. Vous avez donc en pointillé ce qui concerne le travail en course à pied, qui, comme on l'attendait, représente une sollicitation quand même très élevée de VO2. Mais étonnamment, quand on observe les résultats du groupe réalisant 9 sauts par tranche de 15 secondes, eh ben, il y a une très forte sollicitation. En tout cas, non significative par rapport à celle réalisée classiquement en course à pied. Dans le groupe 7, la sollicitation est inférieure. Et donc, en effet, ils peuvent constater, comme vous le voyez sur le graphe, que dans le groupe course, comme dans le groupe drop jump par 9 sauts, sur les 11 minutes, ils passent 145 versus 141 secondes à plus de 90% de la VO2 max. Ce qui n'est pas le cas quand on diminue le nombre de répétitions à 7 sauts. En termes de fatigue musculaire, ce niveau de fatigue a été semblable entre les deux intermittents sauts. C'est-à-dire qu'on a réalisé un test de fatigue qui n'est pas présenté dans l'infographie et qui a pu montrer qu'il y avait une baisse de la performance assez importante, qui marque. Alors qu'évidemment, dans le groupe course à pied, la composante musculaire est moins impactée et donc on a une moindre fatigabilité musculaire. Donc au bout du compte, ils peuvent en conclure que le travail intermittent de saut à haute fréquence permet aussi de stimuler le système cardioventilatoire. Donc de stimuler ce système oxydatif qui est recherché pour développer cette puissance maximale aérobie. De la même manière qu'un travail de fractionné en course. En revanche, ça peut être très intéressant, je reviens sur les sports collectifs, mais pas que. Le tennis, le squash, on peut imaginer tous ces sports où la notion d'explosivité, de répétition, de saut, de démarrage va être importante. Et donc, ça peut être une stratégie judicieuse pour développer en parallèle à la fois la PMA, mais sur son versant plutôt neuromusculaire. Alors, je change de public. Ou pas. On a des sportifs qui recherchent la perte de masse grasse parce qu'on sait que la masse grasse, ça va être un handicap pour être performant. On traîne de la masse inutile. Est-ce que l'entraînement fractionné pourrait être un moyen, plutôt que l'entraînement continu, comme on nous a enseigné, faible intensité pendant des durées prolongées, pour accélérer, potentialiser la lipolyse? Ou est-ce qu'avec l'entraînement fractionné, on peut obtenir des résultats assez proches, peut-être meilleurs? C'est l'objet de ce travail. Encore une fois, une méta-analyse, 41 études, 1115 participants, qui comparent donc les effets de l'entraînement fractionné et des efforts continus d'intensité modérée sur la perte de masse grasse. Dans les deux cas, les deux stratégies sont efficaces. Vous avez à gauche l'entraînement continu d'intensité modérée, 35 séances, à raison de 38 minutes par session, pour un total de 1300 minutes. L'entraînement fractionné à haute intensité, 33 séances, 28 minutes par session, pour un total de 924 minutes. À haute intensité, il s'avère que l'entraînement fractionné à haute intensité, est associé à une baisse de masse grasse 28,5% plus élevée que celle engendrée par l'entraînement continu. Si c'est l'intensité courte. Non. En regardant dans la publication, qui là ne doit pas faire 8 pages parce que vous avez vu c'était une méta-analyse, je pense qu'il y en a une 25 ou 30. Mais on peut aller un petit peu dans le détail parce qu'évidemment, comme c'est une méta-analyse, je pense que chaque étude
a eu des petites subtilités sur les modalités. Donc, c'est pour ça que dans l'infographie, en fait, ne va ressortir que l'état général de la chose. Le constat était d'autant plus intéressant et remarquable que les efforts à haute intensité étaient réalisés sous forme de sprint, le fameux SIT. Alors pourquoi? Une des hypothèses avancées par les auteurs, c'est que suite à ce type de stress, il y a une plus grande oxydation des lipides, des graisses, en situation post-exercice. La haute intensité de travail fait que le métabolisme de base met beaucoup plus de temps à revenir à un niveau basal qu'avec une séance d'intensité modérée. Et c'est durant cette période qu'ils vont consommer beaucoup d'acides gras, libres, etc. 38 minutes pour une intensité modérée, c'est quand même fou en ce moment. Oui, aussi. Alors, Donc, je ne sais pas sur quel statut ils sont partis. Complètement. 38 minutes, ça me tient. Moi, je sais pas. quand ils sont sur la méta-analyse, ils essayent de trouver toutes les études qui vont être comparables et d'ailleurs, ils ne parlent pas du niveau d'entraînement quand ils comparent les uns et les autres. Par ailleurs, le travail à très haute intensité a sans doute aussi énormément dégradé le carburant roi, qui est le glucose, enfin le glycogène intramusculaire. Donc forcément, pendant l'effort, je ne vais pas dire j'épuise avec ces durées qui restent relativement faibles, mais en revanche, j'empiète énormément mes réserves, et donc derrière, eh bien, ça va travailler pour essayer de les reconstituer, et donc c'est pour ça que le métabolisme de base reste très élevé. Donc au bout du compte, oui, l'entraînement fractionné pourrait être considéré comme une stratégie d'entraînement efficace, à la fois en temps, parce que finalement, en peu de temps, vous avez eu, le temps global était beaucoup plus faible que dans le groupe réalisé à intensité modérée. Et ça peut avoir des implications pratiques. Globalement, laissons les athlètes choisir leur modalité d'entraînement, parce qu'on n'est quand même pas sur des différences qui soient flagrantes, adaptées à leur mode de vie, à leur sensibilité. J'ai envie de dire, je vais l'aborder par ailleurs, aussi en fonction des différentes pathologies. Il sera toujours plus intéressant d'observer un déficit calorique pour maigrir. Donc, certes, l'exercice en fait partie, il est très important, mais je crois que ça reste une balance. OK. Et le premier moyen de faire en sorte que la balance baisse, c'est qu'il faut diminuer les apports caloriques. Mais ceci étant, l'exercice, s'il est là, c'est pour maintenir la masse musculaire. Donc, il faut associer les deux. Mais globalement, si l'avis m'est demandé, les gens, on réduit ce qu'on a dans l'assiette. On diminue la taille de l'assiette. Alors, toujours sur les mêmes thématiques, enfin bon, c'est une publication assez récente. L'entraînement fractionné à intensité ou sprint interval training. 18 études qui comparent cette fois-ci l'entraînement à haute intensité et du sprint sur l'oxydation des graisses. Là, c'est encore un petit peu plus pointu. Le HIT, comme c'est mentionné sur l'infographie que j'ai remise, ce sont des intensités qui sont inférieures ou égales, donc on est en inframax par rapport à VO2 max, alors que, rappelez-vous, le site, c'est vraiment des sprints de 30 secondes. Les programmes de HIT et de site de 4 semaines suffisent à augmenter la perte de graisse. Mais des gains plus importants peuvent être attendus avec des programmes plus longs. Plus longs. 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, 12 semaines. Encore une fois, c'est la durée, la constance, la régularité qui vont faire que les programmes, et souvent dans les études, on se limite, faute de moyens, 4 semaines, 6 semaines, dans le meilleur des cas, 12 semaines, et parfois c'est insuffisant pour que on puisse vraiment observer des choses. Une question.
dans tout ce qui est expliqué là, la fréquence après, c'est une fois toutes les semaines, c'est une fois tous les 3 jours, c'est. Alors, ça va dépendre des études. Ouais. La réponse tout de suite, je veux faire, c'est à minima 2 fois par semaine. D'accord. D'accord? Ok. 2 fois par semaine, on est sûr d'avoir des effets positifs. Hmm. À 3, ça augmente. À 4, c'est une question de gestion aussi de la fatigue, et on commence pas par 4 du jour au lendemain. On va commencer peut-être par 1 par semaine, puis 2, puis après 3 tous les 10 jours. Voilà. Tout est une question de progressivité, parce que n'oublions pas que l'élément le plus important, c'est de respecter l'intégrité physique et morale des individus. Donc, on peut les conserver en bonne santé sans qu'ils se blessent. Ce genre d'études, des régimes qui leur, enfin, est-ce qu'il y a des régimes qui leur sont imposés ou ils mangent normalement? Non, là, il n'y en avait pas. Alors ensuite, on va pouvoir aller chercher. Voilà, on est maintenant dans l'ère de combiner des programmes d'entraînement avec des programmes nutritionnels qui vont être adaptés. Où je vais peut-être enrichir ma ration alimentaire parce que aujourd'hui, ça va être une session à très haute intensité. Donc, qu'est-ce que je vais manger avant, pendant et surtout après? Et puis, pour d'autres modalités d'exercice, peut-être diminuer les apports caloriques parce que l'intensité est plus modérée qu'en termes de dépenses énergétiques. Sur la journée, ce sera plus faible. Et donc, en fait, je vais périodiser l'entraînement, mais je vais périodiser ma nutrition. Donc, troisième résultat, c'est que les deux sont efficaces donc, pour améliorer l'oxydation des graisses, tant chez les personnes saines que chez le public en surpoids, mais évidemment, l'impact est plus important chez le public en surpoids. Il était important de citer Guy Thibault, qui est un Canadien, québécois, qui lui aussi s'est vraiment intéressé au même titre que Lorsen et Buquet, que j'ai essentiellement présenté pour catégoriser, hiérarchiser les différentes séances d'intervalle training, parce que lui, depuis très longtemps aussi, il travaille sur la question. Il est même en train de mettre en place un logiciel qui va permettre, à partir donc de ce schéma, de prendre en compte en fait une combinaison particulière des durées des efforts sur l'axe des abscisses, du nombre de répétitions sur l'axe des ordonnées. Et en fait, si on prend une des courbes, vous allez voir qu'il y a un nombre de séries qui est associé. Là, il y a un code couleur, bleu, jaune, vert et rose. Il va aussi conditionner le nombre de répétitions et le nombre de séries en fonction de la couleur. Et en fait, l'ensemble des séances qui appartiennent à une même courbe seront réalisées à une intensité similaire. Ça, c'est un des premiers graphes qu'il a publié il y a une vingtaine d'années. Mais la matrice avec l'algorithme n'est pas encore sortie et ça ne devrait pas tarder. On n'est pas sur un sport donné. Non. Alors, ce qui peut être modulé, c'est aussi un message que je fais souvent passer, c'est qu'en fonction de la modalité d'exercice, les temps de récupération vont être différents. Ils sont toujours un petit peu plus longs dans la modalité course à pied parce que toutes les modalités de contraction musculaire sont impliquées, alors que dans les sports portés, je pense au cyclisme ou à l'aviron, on est essentiellement sur des modalités dites concentriques. Enfin, il y a en natation aussi. Alors en natation, il y a en plus la pesanteur, donc les temps de récupération sont beaucoup plus courts pour les temps de travail que ce que l'on observe, ce que l'on met en place en course à pied. Donc là, encore une fois, le travail intermittent, le travail par intervalle, va dépendre de la modalité d'exercice. Va dépendre aussi du contexte extérieur, chaleur, froid, humidité, altitude. En fait, il y a tout un tas de personnes qui essaient de travailler et d'optimiser au mieux ce type de travail en fonction des contextes qui sont rencontrés. Alors, je vais conclure sur un certain point à retenir, comme nous l'ont démontré un des premiers, Astranth et ses collaborateurs. Il faut, pour développer VO2 max, solliciter sa VO2 max, c'est un des principes de spécificité. Il faut passer du temps à des intensités qui soient importantes. En revanche, il va falloir l'adapter en fonction des publics. Parce que si, pour le sujet ça paraît évident, évidemment qu'en fonction des publics, ça va être différent. Donc, ça signifie
que selon les pathologies cardiaques, d'hypertension, les BPCO, etc., on a tout un tas d'auteurs qui travaillent dans ce domaine-là. Et si je résume un petit peu cela, c'est des intensités qui sont un petit peu plus faibles, des temps de travail, donc des durées de sollicitation qui sont un peu plus importantes parce que les intensités sont plus faibles, et des durées de récupération qui sont adaptées. On est tous singuliers, déjà dans un même groupe d'entraînement, d'une même catégorie d'âge, il y a des différences, et quand on touche au haut niveau, l'impact va être différent en fonction aussi des athlètes. Et le gros ratio, c'est qu'on fait des séances qui soient quand même plus courtes grâce au travail par intervalle qu'une séance en continu. Oui, c'est une méthode plus rapide qui aujourd'hui, concrètement, clairement, est plus efficace pour augmenter les performances pour la majorité des publics. Mais je relativise mon propos parce que pour le haut niveau, non. Parce qu'ils ont atteint un tel niveau qu'il va falloir en faire encore plus ou de manière très différente. Mais ça, c'est 0,05% de la population. On peut, grâce à ce type d'entraînement, donc, et en un minimum de temps, accumuler un travail musculaire aussi très intéressant. Donc, quelque part, ça a plein de vertus qu'on peut retranscrire dans la vie de tous les jours. Je le rappelle, aujourd'hui, on voit que les gens qui vivent longtemps, en avancée en âge, en bonne santé et actifs, ce sont ceux pour lesquels ils ont une VO2 déjà qui est plus élevée et qu'on continue de la maintenir. Et puis enfin, oui, clairement, c'est une méthode qui est jugée plus ludique, surtout pour les sports en salle. Quand on nous dit il faut aller développer la VO2, développer sa PMA, c'est parfois un peu rébarbatif parce que ce qui nous intéresse, c'est jouer avec le ballon, c'est les côtés tactiques, les échanges, etc. Et que c'est pas simple de se dire on va aller faire des tours de terrain dans une salle. Donc c'est vrai que le travail intermittent avec ballon ou sans ballon reste une possibilité, et en tout cas, sous forme intermittente, c'est au moins aussi intéressant que le travail en continu. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je me prête au jeu des questions, si vous en avez d'autres, évidemment. Alors moi, je serais très embarrassée de vous poser des questions, parce que vraiment, ça a été très compliqué pour moi de vous suivre. J'avais cru comprendre à un moment donné qu'il y avait un inconvénient, entraînement intermittent qui était de lecture musculaire. Je ne sais plus dans quel exemple, où vous disiez que c'était bien pour la VO2 max, mais qu'en fait, en termes de fatigue musculaire, c'était plus intense. Oui, en effet, la sollicitation par le travail intermittent, d'un point de vue du stress sur le muscle, va être plus élevé que sur un effort continu d'intensité modérée. Ça veut dire que la récupération va être longue et qu'elle va être différente. Parce que j'ai appris là que la récupération, c'était aussi du sport. Donc, je suis loin. Hein. Donc, oui, la récupération, en fait, c'est une composante très importante de la performance, et on a appris beaucoup à bien récupérer. D'accord. Et à récupérer de telle manière pour pouvoir accumuler une charge de travail plus importante. C'est pour ça que la nature de la récupération, ses modalités, son intensité, impacte, potentialise, perturbe le travail qui a été fait en amont. Et quelqu'un posait la question tout à l'heure, et je parlais non plus de récupération, mais de contre-effort. Dans le cyclisme, ils ont une séance qui est assez connue, donc ils ont conservé le nom de l'auteur qui s'appelle Jiménez, et qui consiste à répéter 9 fois 1 minute à très haute intensité, pas loin de, on va dire que c'est de l'infra VO2 max. Mais le contre-effort, les 3 minutes, c'est une intensité qui correspond à 75-80% de la VO2 max. Donc il y a 45 minutes de travail de ce type. C'est plus une récup,
c'est véritablement un contre-effort, où en fait, on joue sur une intensité très élevée et une intensité moyenne plus pour développer aussi VO2 max, mais pas que. En forme, hein. Pardon. Il faut être en forme, hein. Il peut être en forme et récemment, quelqu'un me disait qu'il y avait des entraîneurs qui en faisaient faire 2 blocs de 45 minutes dans une session de 3-4 heures chez des cyclistes professionnels. Oui, tu s'adresses aux professionnels, Bien sûr, bien les sûr. gens qui vivent du sport. Ouais. Voilà. Et applique ça. En faire 2 blocs comme ça, oui, je connais pas de sujet. Enfin, bon, après, c'est toujours possible. Le tout, c'est de maintenir les intensités pendant le deuxième bloc de 45 minutes. C'est une question complètement tombée au ciel, vous avez compris. Où se situe ce que font aujourd'hui dans les salles de sport les personnes qui font entre guillemets de la gonflette? Est-ce que c'est de l'entraînement qui sollicite justement très violemment sur des périodes courtes? Comment vous le situeriez? Alors, je vais le situer de manière finalement totalement différente, c'est-à-dire que je vais travailler dans une salle de musculation avec des poids et haltères ou des appareils. Globalement, je suis en train de solliciter entre un tiers et la moitié de la masse musculaire en termes d'effort. Oui. Non, là, vous l'avez compris, je veux développer la VO2. Et la VO2, je vous le rappelle, c'est la consommation maximale en oxygène que l'individu est capable de capter, de diffuser et d'utiliser. Donc, en fait, plus vous allez réaliser un sport qui implique beaucoup de masse musculaire, et plus la VO2 va être sollicitée. Donc, dans une salle de musculation, sous la forme de poids haltère, ça sera compliqué. D'accord? C'est possible en combinant différents éléments, mais on n'est pas dans ce registre-là. Pourquoi en même temps, ils ont une masse musculaire beaucoup plus importante? Oui, mais parce qu'ils développent de manière isolée par des mouvements. Comme qui dit plus de muscles, dit plus d'utilisation d'oxygène. Oui, mais comme les durées de sollicitation sont moins importantes, et ça reste, si je fais un mouvement de développé couché, je vais solliciter, oui, une masse musculaire importante. Je vais en solliciter plus sur un mouvement de squat, par exemple, parce que voilà, les fessiers, les membres supérieurs, les membres inférieurs sont des grosses masses musculaires, mais jamais sur des durées suffisamment importantes pour solliciter une grosse VO2. Si j'ai m'amusé, alors un des meilleurs témoins de mesurer la VO2, vous le savez, c'est mesurer la fréquence cardiaque. C'est le seul témoin qui nous donne l'idée de la charge interne, qui soit facilement mesurable, et depuis les années 80. Au cours d'une séance de musculation, ça va pas monter très très haut, en tout cas beaucoup moins que sur un mode de locomotion réalisé à une intensité qui va dépasser les 4 points. Tout ce qui va être travail, endurance fondamentale, ça ne peut pas venir justement un atout supplémentaire pour développer sa VO2 max, parce qu'on a pu parler de ce qui est l'enzyme qui va faire société. Et on travaille le développement de la tête, on travaille aussi en fait partie aussi du développement. Permet d'avoir des bases solides pour aller développer sa VO2 max. Alors que là, non. Alors, vous prêchez un convaincu, évidemment. Vous prêchez un convaincu. C'est que tout ce travail, il se fait si derrière, vous avez aussi développé en parallèle ou en amont, comme ça se faisait classiquement par le passé, des gros blocs sur des zones d'endurance fondamentale, donc là, ça en zone de 1 à 6 ou de 1 à 7, peu importe, ou de 1 à 3, mais en tout cas en zone 1. Zone 1-2. Et donc, peut-être avez-vous entendu parler du 80-20, c'est 80% de son temps en zone 1, zone 2. Et puis 20%, c'est au-dessus de la zone 4, mais dont 5% dans ce qu'on est là. Mais ce 5%-là, et donc ce 80-20, rappelez-vous quand même qu'il a été démontré essentiellement, d'abord dans le ski de fond, les biathlètes, puis ensuite retranscrit au cyclisme, à la natation, à la course à pied, mais chez des athlètes de haut niveau. Quid de la personne qui peut s'entraîner que 8 heures par semaine et comment il va devoir répartir? Bon, mais clairement, et je vous remercie d'avoir ajouté cela, j'ai parlé de travail sous forme intermittente, mais plus vous aurez développé la base, et plus vous serez capable d'en mettre 3
plutôt que 2, parce que 2 sera, je vais mettre 3-4 jours pour récupérer d'une session. Alors que si j'ai un volume de base, peut-être que je vais pouvoir en mettre 3 dans la semaine. Et si je change de modalité d'exercice, peut-être que je peux en placer 4. J'ai vu des travaux avec des gens qui, sous forme de bloc, vont réaliser 5 séances de ce type dans la semaine, puis 4, puis 3, puis 0, et on repart à 5, 4, 3. Et où, en fait, il y a vraiment des effets très intéressants. Mais bon, voilà, c'est à la marge et je pouvais pas... Ils ont plus le temps de faire de l'endurance fondamentale, là. Alors, ils font à 5 fois dans la semaine. Non, mais c'est sous ce Et qu'on ça appelle suffit. un microcycle. Ouais. C'est une sollicitation sur 3-4 semaines. Ah ouais. Et ensuite, Oui, on passe c'est à une autre chose. méthode d'entraînement. Parce qu'ils se sont aperçus qu'en faisant un microcycle vraiment très chargé, C'est très intéressant. et bien derrière, bon, évidemment, il y a baisse des performances, et puis, Ouais. selon la loi, ça va remonter, Ouais. dépasser, et on va avoir une surcompensation qui sera plus intéressante Ouais. que la méthode classique où, de manière constante, Oui. j'en fais toujours On 2-3, enchaîne, un c'est peu ça. comme ils l'ont testé tout à Ouais. l'heure, Ouais. le départ rapide ou pas. Ouais. Question du coup, des personnes qui ont suivi en visioconférence. Pour reprendre du coup une activité physique, faut-il privilégier l'activité physique par intermittence dans un premier temps ou d'abord justement ce travail de fond? Ma première réponse, ça veut dire ça va dépendre de la personne. Il reprend une activité, je recommence par du travail continu. Mais peut-être sous forme intermittente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai décidé de le faire courir, ben, je vais commencer par alterner marche et course. Donc, c'est une modalité d'effort intermittent, sauf que la marche, ben, je serai à 10 ou 15%, et puis en course, je serai à 40%. Mais pourquoi recommencer tout de suite par faire 30 minutes de footing, si mes capacités ne me permettent de faire que 8 minutes de footing et pas en continu? Ben, je vais faire 20 minutes, mais en alternant marche et course. Donc, c'est une forme aussi intermittente de travail. Et ensuite, peu à peu, ben, je vais intégrer progressivement à des intensités plus élevées, et puis et on pourra peut-être rentrer là. Vous avez parlé donc de l'amélioration des qualités aérobie, oui, de l'anaérobie du coup, par rapport à ce style d'entraînement. Pour ce qui est des sessions site, les splines de 30 secondes, évidemment que ça a un impact et que ça les développe aussi. Dès lors que je reste sur des intensités qui soient inframax, donc c'est-à-dire entre 90 et 100% de VO2 max, eh ben, ça va dépendre comment je vais pincer ma récupération. Je reprends l'exemple du 13 fois 30-15. Je veux que ça devienne plus anaérobie, 30-10. Je conserve le 30-15, eh ben, je fais les 30 secondes encore plus intenses que les 115% qui étaient proposés. En fait, dans l'intervalle, et c'est pour ça que le travail de Guy Thibault, je l'ai aussi présenté, c'est que vous avez vu, en fonction de l'intensité, je peux faire un certain nombre de répétitions. Ça va dépendre de la durée de travail et de la durée de la récupération qui y sera associée. Et donc, balancer plus sur la part anaérobie ou aérobie. De la même manière, pourquoi déterminer qu'une cible stricte? Souvent, on travaille sur une plage d'intensité. J'ai prévu en tant que coach une session. Elle est prévue ce soir à 20h. Ça fait aujourd'hui près de 6 heures que je parle. Je suis pas sûr que je vais être allé dans le haut de ma plage. D'accord? Ben, c'est pas grave si je veux respecter la session parce que je suis quand même en mesure de la réaliser, ben, je serai en bas de la plage. Et cette différence de 10% ben, fait que la session elle sera réalisée ou pas. Plutôt que de se tenir comme on l'a fait plus jeune en se disant non, il m'a dit c'était temps, c'est temps et il faut la faire et si je la fais pas, je vais pas être content. Ou alors ça n'aura pas d'impact. Non, ça aura un impact si elle est faite. Le tout, c'est juste d'adapter, d'accepter ben, et de prendre en compte la journée de travail. Là, en l'occurrence. Vous avez parlé d'intermittent marche-course. Est-ce que c'est possible de faire de l'intermittence d'activité, au sens début de séance course, puis natation, pour revenir au triathlon, par exemple? Oui. Exemple. J'ai le cas de figure d'un triathlète où, en effet, je veux limiter les séances d'entraînement et les impacts à pied. Eh bien, je vais le faire toute la période d'échauffement et la période de récupération
sur le vélo. Donc, ça veut dire qu'en termes d'échauffement, d'augmentation de la température musculaire, ou maxime, c'est 38,7, hein, j'y participe avec le vélo. Je participe aussi à échauffer les membres inférieurs et le système cardio-respiratoire. Ensuite, je vais mettre quelques drills, comme on dit, des éducatifs, quand même pour simuler l'intensité élevée à pied. Et ensuite, je mets mon bloc de course à pied. En revanche, la récupération, pareil, douce et portée sur le vélo. Donc ça, c'est aussi intéressant de le faire. Ça me permet aussi d'enchaîner d'un coup sur une autre session qui me vient. Pourquoi ne pas travailler sa VMA en faisant les périodes de récupération sur le vélo et les périodes de course à pied? Il faut simplement un vélo et puis un partenaire. C'est-à-dire que dans ma période de récupération, je monte sur le vélo quand mon partenaire va faire sa séance de VMA. Lui, il l'a fait à 12 km/h. Et moi, si c'est 10, c'est 10. En fait, mon partenaire suit à vélo pendant son temps de récupération qui devient une récup active. Attention à ne pas vous laisser piéger par le dénivelé. Parce qu'une récup active, quand on monte à vélo, c'est compliqué. Mais en effet, le run and bike participe en effet à cette modalité par rapport à votre question. Vous aussi être intégré. Il ne faudra pas faire de sprint. Non, on ne faudra pas faire de sprint. On va rester dans un registre d'intensité. Une autre question, enfin, qui n'est pas directement ça, mais c'est une remarque que vous avez faite qui m'a interpellé. Vous disiez qu'en course à pied, c'était moins impactant, je pensais musculairement, ou si on montait, si on avait séance en montée, que en descente, je comprends, et également que sur le plat, ou Oui, alors, il faut pas que... Alors, attention, j'ai parlé de pente, j'ai parlé de montée. Ouais. On va rester sur des pentes Oui, pas trop important. Environ 2 et 6%. D'accord. Si je commence à faire Oui, ça 10. sur du 10 et du 15 et Ouais, 20%. oui, c'est plus pareil. Oui, ça va être un stress intéressant. En revanche, je vais changer d'un point de vue biomécanique ma manière de courir. Donc, si je reste dans ce registre de 2, 6, 7%, en effet, l'impact au sol à chaque foulée est moins important que sur un plan horizontal. De par la pente, en fait. De par la pente. Oui, il y a moins de courbes. Oui. Donc, je vais travailler plus en concentrique. Je suis en train de diminuer la part dite excentrique, donc d'amortissement, parce qu'elle est raccourcie. Parce que, un mètre plus loin, c'est un petit peu plus long que le mètre précédent. Pour des sujets jeunes, je vais peut-être faire l'inverse. Pour augmenter le stress neuromusculaire. Et si on mixe des séances de travail par intermittence et du travail de foncier, c'est rentable ou pas? Oui, il faut. Je reviens à ce que la remarque, c'est nécessaire. Encore une fois, je peux m'entraîner que 2 fois par semaine et j'ai pour objectif de développer ma VO2, 2 fois par semaine, je fais 2 séances. Dans la limite, je vais consacrer, étant donné que j'ai à chaque fois 3, si j'ai autant de temps pour récupérer. Si vous me dites que j'ai 2 séances par semaine et c'est le week-end, forcément la deuxième séance, je ne vais pas faire une deuxième séance de VM. Mais pour être capable de bien récupérer de séances de type intermittente réalisées à intensité élevée, il faut un volume d'entraînement de base qui soit important. Et plus il va être important, et plus vous récupérerez bien, et plus la séance d'intensité par intervalle sera de qualité. Sur un organisme fatigué, forcément, elle le sera moins. Alors, quand on est dans une démarche de faire pas mal d'entraînement, c'est pas grave parce que le volume participe aussi à l'élévation. Il faut tout mixer. Ah oui, ma pensée, c'était de dire aussi, il faut varier. Varier, c'est rompre la monotonie. Et puis, si je m'entraîne toujours de la même manière, si toutes mes séances de VMA, c'est toujours le mardi, mon organisme finit par s'habituer à ce stress. Et d'un coup, lui dire, tiens, c'est pas mardi soir, ça va être jeudi matin, ça sera peut-être pas plus efficace, mais je crée un stress et mon organisme, il est là pour s'adapter, nous sommes plastiques. Donc,
Évidemment. Au-delà du fait de varier les plaisirs. Je pense aux entraînements en trail. Par exemple, est-ce que ça a la même influence sur la VO2 max de travailler en excentrique ou en concentrique ou même en pliométrique? Enfin, est-ce que pour le même entraînement donné, la même durée, les mêmes temps de récupération, est-ce que si on court par exemple en descente, ça va avoir les mêmes effets sur notre organisme, enfin, sur la VO2 max que si on est en montée? Alors, si je veux développer et donc solliciter mon système cardiovasculaire en courant en descente, il va falloir atteindre des vitesses très élevées en descente. Donc, ça peut pas se faire sans une progression là-dedans. Et j'ai envie de dire, le risque est trop important de se blesser. Donc, je ne pense pas que j'irai préconiser des sessions d'entraînement de développement de la VO2 sur de la course en descente, et encore moins sur des chemins. En revanche, courir vite en descente, oui, mais peut-être pas à ces intensités-là pour solliciter autant le système cardio-respiratoire. Le faire en montée, oui, parce que ça fait partie de la spécificité de l'activité. Et donc, on va pas faire ça tout le temps sur une piste d'athlétisme. Mais je dirais même que finalement, le travail, ça se fait pas sur une piste d'athlétisme. Donc, pourquoi utiliser la piste d'athlétisme pour pouvoir développer cette aptitude? Je reste sur les chemins. Le faire en descente, ça me poserait un problème de risque de blesser mes athlètes. Parce que je sais que je ne vais pas pouvoir le solliciter suffisamment en descente parce que ça va nécessiter des aptitudes qui peuvent être longues mais bon, je ne suis pas spécialiste non plus de l'ultra-trail, il faudrait en parler avec des gens plus chevronnés que moi dans ce domaine. Est-ce qu'il y a un intérêt est-ce que je vais perdre l'intérêt si je pense pour une séance de vélo, de course à pied long, de séance de vélo de 3 heures, je fais beaucoup de zone 1 ou 2, et je me mets ma série de 13 de sprint. Enfin, est-ce que j'aurai le même intérêt que si je dissocie vraiment une session en zone 1 ou 2 et une session Il y aura un impact différent, c'est-à-dire que si vous commencez votre session, votre bloc de travail après 2 heures de vélo, donc après une pré-fatigue, forcément, ça aura un impact sur la qualité de la séance qui sera réalisée. Mais après tout, quand on fait du vélo, en général, ça dure pas qu'1 heure non plus, et peut-être que c'est intéressant aussi de réaliser cette session avec une forme de pré-fatigue importante au préalable. Parce que du coup, vous avez mixé les deux, le développement de base. Donc, ça va dépendre de vos objectifs. Si vous voulez vraiment une bonne qualité, forcément, je vous dirais que sur du vélo, il suffit de s'échauffer 30 à 40 minutes et de débuter la session. Mais le faire avec une pré-fatigue de 1h30 ou 2 heures au préalable, ça a aussi d'autres vertus. Parce que derrière, c'est aussi diminuer, vous l'avez compris, les réserves de glycogène, surtout si. Et travailler le développement de la VO2, c'est aussi stimuler du coup le système oxydatif sur une filière où j'aurai déjà sollicité mon organisme qui aura épargné le glycogène en vue d'eux. Donc, voilà. Ça va dépendre du contexte, en fait. Il n'y a pas de questions donc par les collègues qui sont derrière leurs écrans. Donc, s'il n'y en a plus dans la salle, eh bien, Ça m'en amènerait juste une petite autre. Alors, une petite autre. Ce qui vient d'être dit, en fait, je m'excuse. Oui. Est-ce que vous voyez un intérêt à faire un style d'entraînement à jeun? C'est par rapport à ce que vous disiez sur les réserves de glycogène. Non. Non, d'accord. Non, mais c'est intéressant. Moi, je vous réponds, c'est non. Voilà. Et pourtant, j'ai pu le faire. Ouais, d'accord, mais c'est intéressant. Oui, c'est pas intéressant. Non. Bon petit déjeuner. Voilà. Oui, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, si je veux rentrer dans... c'est dégrader du glycogène. D'accord? C'est de fabriquer du lactate. Et à jeun, rapidement, je vais vite épuiser mes réserves. Je vais utiliser le glucose hépatique
le glycogène intramusculaire, les heures sont relativement courtes, et s'il l'a fait à jeun, ben, Oui, ça sera ça pas va être efficace. compliqué, en ça fait. sera pas très, en termes d'intensité. Alors, ça veut pas dire que certains le font, mais j'irai pas dans ce D'accord, sens. non, mais c'est une question. Dans le cas d'une perte de la 20 cm, c'est intéressant de partir avec un petit déjeuner. Oui, mais dans ce cas-là, pas sous la forme d'un travail intermittent de haute intensité. Si en effet, vous avez fait le choix dans le cadre de stimuler la lipolyse par un départ à jeun de votre promenade ou de votre footing, de votre balade, il n'y a aucun souci, mais sans aller chercher l'intensité parce que ça va aller à l'inverse si vous allez rechercher de l'intensité de ce qui est recherché, c'est-à-dire stimuler l'oxydation des graisses. Et ça se fait à basse intensité. En fait, l'organisme, il est préparé pour qu'à un moment donné, j'utilise le glucose, le glycogène, comme substrat énergétique pour me déplacer. Donc, si j'augmente l'intensité, j'utilise le glycogène, je laisse de côté la lipolyse. Or, c'est ce que je veux. Je veux habituer mon organisme à consommer ces acides gras, les acides gras libres, et puis ceux qui se sont stockés. Dans le cas d'une approche de l'endurance, enfin, une sortie d'endurance, Bien sûr, bien sûr. Parce que le but, c'est habituer mon organisme à utiliser les graisses. Donc, là, je suis complètement derrière eux. Plus de questions? Eh bien, il nous reste à vous remercier Merci à pour vous. cette conférence très intéressante et très compliquée pour les esprits. Voilà. Mais j'imagine, compte tenu des questions qui ont été posées, que la majorité des gens ont beaucoup mieux profité de votre enseignement que moi et beaucoup mieux compris quel était donc l'objet de cette conférence. En tout cas, merci beaucoup. Je retiens qu'il faut bouger en gros. Oui. Voilà, c'est tout simple. C'est important. Voilà. Je vous remercie pour vos questions. Merci. Merci.